Le 4 mars 1914, le corps de Patrick Quinlan, 59 ans, est retrouvé chez lui à Portland, dans le Michigan, aux États-Unis. L'enquête montre qu'il a ingéré de grandes quantités de strychnine. Visiblement, c'est un suicide, mais d'autres font circuler des rumeurs qui dépassent la raison. Il aurait été assassiné par l'esprit du tueur en série Henry Howard Holmes, revenu d'entre les morts. Il se trouve que Patrick Quinlan connaissait Holmes. Il travaillait 20 ans plus tôt pour lui, en tant que concierge, dans le tristement célèbre Château des Meurtres, une demeure remplie de pièges mortels posés méthodiquement par pur sadisme par Howard Holmes. C'est un scénario de film d'horreur. L'ampleur est telle qu'on ne sait pas exactement combien de personnes ont été victimes de ces méfaits, et les rumeurs les plus sensationnelles parlent de 200 personnes. 200. Est-ce que Patrick savait? Que cache réellement l'hôtel de Holmes et où commencent les rumeurs? Je vais vous narrer l'histoire vraie qui entoure H.H. Holmes, puis nous décortiquerons les mythes et les légendes pour mettre en lumière la réalité, déformée par plus de 130 années de rumeurs, et en plus dotée aujourd'hui d'une dimension paranormale auprès d'une partie du public qui parle de malédiction ou encore d'esprits vengeurs. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le jeu vidéo The Devil in Me, dernier épisode de la saison 1 de la saga d'anthologie The Dark Pictures, qui narre l'histoire d'une équipe de documentaristes qui reçoit une invitation pour visiter une réplique du Château des Meurtres, invitation qui se révèle être un piège d'un mystérieux antagoniste au sombre dessein puisque tout le monde est surveillé et manipulé, mais dans quel but? Nous ferons des parallèles entre l'histoire vraie et le jeu vidéo pour voir comment est-ce qu'il s'inspire à la fois de l'histoire vraie et des légendes pour créer quelque chose de nouveau. Évidemment, sans spoilers, puisqu'on fera essentiellement des parallèles avec le début du jeu. C'est parti pour l'histoire vraie derrière The Devil in Me. Nous sommes vers la fin des années 1880 à Chicago. Énormément d'ouvriers se rendent dans la ville pour travailler en vue de préparer l'exposition universelle de 1893 d'une durée de 6 mois. L'année fatidique arrive et en 1893, 27 millions de visiteurs de plus de 40 pays différents sont passés au moins une fois à Chicago. Le tourisme est une manne financière potentielle, notamment dans le cadre d'un hôtel. Holmes, alors à Chicago, est justement propriétaire d'un hôtel de 3 étages, surnommé le Château par son voisinage. Mais ça n'est pas qu'un simple hôtel. De l'extérieur, n'importe quel voyageur s'imagine un lieu dans lequel il pourra récupérer d'une longue journée à découvrir les merveilles de l'exposition universelle de Chicago. Et puis, une fois à l'intérieur, tout paraît normal en apparence, mais en réalité, le bâtiment est un gigantesque piège extrêmement sophistiqué et insidieux. Imaginez, au rez-de-chaussée, une pharmacie, présente dans le bâtiment d'origine avant les travaux de Holmes, ainsi que quelques magasins. C'est l'espace commercial. Puis les 2 étages supérieurs qui font office d'hôtel, mais qui s'avèrent être un labyrinthe mortel digne d'un film d'horreur. Des escaliers qui ne mènent nulle part, des portes qui s'ouvrent sur des murs de briques, des chambres sans fenêtres, des trappes cachées, des portes qui ne s'ouvrent que de l'extérieur des chambres, des tuyaux d'arrivée de gaz, des couloirs qui sont un vrai dédale. Tout est fait pour désorienter et perdre les victimes, comme s'il jouait en se délectant de son comportement de prédateur. Bien entendu, l'entreprise de construction sait ce qui est construit là. Alors pourquoi personne n'a émis de signalement? Car Holmes arnaque à plusieurs reprises ces entreprises, change de constructeur en les embauchant sous des faux noms et en ne les payant pas. Le temps que des recours judiciaires soient lancés, la sombre manœuvre du Château des Meurtres est déjà en marche. Le jeu s'inspire principalement de ça. L'hôtel du jeu se révèle dès le début être un endroit qui a davantage l'allure d'un piège gigantesque que d'un simple hôtel, et de nombreuses références sont faites quant à la construction compliquée du bâtiment et son lot d'impayés et d'entreprises mécontentes. Bien sûr, le lieu est inquiétant, mais ça n'alerte pas l'équipe, puisque dans le jeu, c'est normal, c'est une reconstitution qui se veut effrayante et qui joue à reconstituer l'hôtel et les pièges de Holmes. Guys, am I the only one who's getting really freaked out by this place? And by Mr. Dumet? Great. Into the creepy maintenance room in the creepy hotel on the creepy island to shoot a doc about serial killers all alone and without my stun gun. Retour à l'histoire vraie, les premiers touristes qui arrivent dans son hôtel sont envoyés dans les chambres du 3e étage.
Ils sont alors entièrement dans la gueule du loup, sans possibilité d'échappatoire, l'étage est entièrement insonorisé et des tuyaux, bien cachés, sont reliés à une pièce secrète à côté de chaque chambre. La nuit, Holmes les enferme de l'extérieur, entre dans la chambre secrète et diffuse un gaz mortel à travers les tuyaux qui se répand dans la chambre des victimes. Une scène y fait d'ailleurs fortement référence au début du jeu, entre les couloirs insonorisés et la fameuse chambre piégée. Cette séquence amène une des nouvelles mécaniques de gameplay. Chaque personnage utilise un équipement en rapport avec son métier, que ce soit la caméra ou encore le micro dans ce cas, et ça permet des séquences vraiment terrifiantes. Une fois son crime commis, le tueur entre dans les chambres, dépouille les victimes et se débarrasse des corps en les faisant descendre directement du 3e étage au sous-sol grâce à une goulotte. Il écorche ensuite entièrement les victimes, revend les squelettes à des écoles médicales et se débarrasse du reste avec son fourneau. Imaginez cette opération qui se répète encore et encore. J'ai rarement raconté une affaire aussi sordide depuis le cas Chris Watts sur la chaîne. Puisque nous sommes au sous-sol, nous pouvons avoir une description détaillée de l'endroit grâce à un article de John Bartlow Martin dans le Harper's Magazine en décembre 1943. La cave était peut-être la section la plus remarquable du bâtiment. Des tables d'opération, un four crématoire, des fosses contenant de la chaux vive et des acides, des instruments chirurgicaux et divers appareils qui, ressemblant à des râteliers de torture médiévaux, n'ont jamais été décrits de manière claire. Certains pensaient que Holmes utilisait ces appareils pour arracher à ses victimes la localisation de leurs richesses, d'autres disaient qu'il les utilisait dans des expériences dont il espérait qu'elles prouveraient sa théorie favorite, selon laquelle le corps humain pourrait être étiré indéfiniment, un traitement qui, en fin de compte, produirait une race de géants. Holmes détruisait parfois complètement les corps de ses victimes. Il dépouillait la chair de leurs os et vendait les squelettes aux institutions médicales. Nous n'irons pas plus loin dans les détails sordides. Vous saisissez maintenant l'ampleur de l'horreur méthodique du personnage. C'est précisément cet aspect et cette partie de la vie de Holmes qui est largement reprise par la presse et dont s'inspire le jeu vidéo The Devil in Me. Mais vous vous posez certainement une question essentielle à ce point du récit: qui est Holmes ? De son véritable nom Herman Webster Mudgett, Holmes naît le 16 mai 1861 dans le New Hampshire. Nous connaissons son enfance par le biais de témoignages qui décrivent tous une enfance normale avec ses 4 frères et sœurs. Il est diplômé de l'académie Phillips Exeter et commence à travailler en tant qu'enseignant à l'université du Vermont à l'âge de 17 ans. En 1880, à 19 ans, Holmes est marié à Clara Lovering et il vient d'avoir un fils, Robert. Pour l'instant, son parcours n'a rien d'inhabituel, puis viennent les premiers détails inquiétants. Il quitte l'université du Vermont, puis rejoint le département de médecine et de chirurgie de l'université du Michigan, où des incidents sont rapportés. Holmes, pendant cette période, se livre à une pratique illégale malheureusement courante au XIXe siècle. Il pille des corps récemment enterrés pour fournir des cadavres à l'école. Il utilise également les défunts récents pour monter des arnaques et fraudes aux assurances en simulant des morts. Pour ce faire, il n'a aucun scrupule à utiliser la souffrance de personnes endeuillées et à profaner des tombes pour choisir des défunts au visage mutilé et donc méconnaissable afin de faire fonctionner ses combines et toucher le pactole de l'assurance. Dans cette arnaque, il est aidé par le professeur d'anatomie William James Erdman, et ils empochent de grosses sommes. Comment le vit Clara ? Eh bien, on suppose qu'elle ignore tout des méfaits de son mari. Et puis, elle est déjà bien préoccupée par son comportement erratique, qui devient de plus en plus inquiétant. Voilà que Holmes se met à devenir violent à domicile. Clara, effrayée, prend leur fils Robert et quitte Holmes en 1884. Holmes passe alors 2 années à errer dans plusieurs états où il trouve du travail à chaque fois dans les pharmacies et les hôpitaux. Mais lors de son passage à New York, il rencontre Benjamin Pitzel et monte des escroqueries et arnaques à l'assurance avec lui. En parallèle, il continue aussi ses arnaques à l'assurance tout seul et attire l'attention des autorités qui le recherchent. On suppose que c'est à ce moment que Herman Webster Mudgett devient Henry Howard Holmes, probablement pour avoir une fausse identité et échapper à la police. C'est d'ailleurs en 1886 qu'il se marie à nouveau,
à Myrta Belknap alors qu'il est toujours officiellement marié à Clara. Alors qu'ils vivent à Wilmette dans l'Illinois, près du lac Michigan, Holmes fait de nombreux allers-retours à Chicago, notamment pour le travail. Employé dans une pharmacie par une certaine Elizabeth Holton, il rachète le magasin en quelques années, puis en 1887, il s'offre également un terrain vide de l'autre côté de la rue, qui deviendra plus tard le tristement célèbre Château des Meurtres. En parallèle de son hôtel mortel, Holmes continue de mener plusieurs arnaques en même temps. Il arbore souvent de fausses identités pour soutirer de l'argent à ses victimes. Par exemple en se faisant passer pour un riche entrepreneur immobilier. Dans ses combines, il collabore toujours souvent avec son collègue en escroquerie Benjamin Pitzel, qui ignore tout des crimes de Holmes, pensant qu'il se cantonne aux arnaques et aux escroqueries. Kate Durkee, amie de son épouse Myrta, est convaincue par Holmes d'une bonne affaire immobilière. Elle voyage alors de Omaha à Chicago avec 40 000 $ en espèces, prête à signer des papiers. Holmes lui fait miroiter une propriété sur Wallace Street grâce évidemment à des papiers contrefaits. Kate décide finalement de se rétracter sur la vente, mais elle accepte quand même une nuit offerte dans l'hôtel de Holmes. Les rumeurs qui se basent sur les propres aveux de Holmes avancent que Kate a disparu dans son hôtel, avec le destin que vous pouvez lui imaginer. Mais nous reviendrons plus tard sur ce cas. Holmes, son tempérament d'arnaqueur nous est également raconté dans le jeu, qui, grâce à son level design, son gameplay et les nombreux indices à collecter, fait ressortir aussi bien l'esprit machiavélique que ingénieux du terrible tueur, ou en tout cas, l'image qu'en a le propriétaire de cette demeure. Avançons dans les années, jusqu'à la fin de l'exposition universelle de 1893. Les victimes sont nombreuses, les rumeurs, encore aujourd'hui, parlent de plus de 200 pour cette période. Et son concierge, Patrick Quinlan, aurait été son complice pour disposer des corps pendant plusieurs années. Après l'exposition, beaucoup de disparitions inquiétantes sont remarquées et des soupçons se portent autour de l'hôtel de H.H. Holmes. Ce dernier décide alors de fuir Chicago pour rejoindre son escroc d'ami Benjamin Pitzel dans un autre état. Coup de théâtre en juillet 1894, alors que Holmes et Benjamin sont en pleine arnaque pour vendre des biens hypothéqués, Holmes est arrêté à Saint-Louis dans le Missouri à cause de ces arnaques. Il n'est toujours pas inquiété pour ses crimes à Chicago, qui sont toujours secrets. En prison, il fait la rencontre de Marion Hedgepeth, à qui il parle de sa combine pour simuler sa propre mort, celle de Holmes, afin de toucher l'argent de l'assurance. Marion vend à Holmes le nom d'une avocate qui pourrait l'aider à falsifier les dossiers. Holmes rend visite à l'avocat Jephthah Howe en compagnie de Benjamin. Il accepte, mais la compagnie d'assurance qu'ils essaient d'arnaquer se méfie. Holmes développe alors un nouveau plan. Il convainc Benjamin de simuler sa mort, pour que sa femme touche les 10 000 $ de l'assurance et en partage la moitié avec Holmes. Benjamin n'hésite pas beaucoup. Il ne travaille pas et a 5 enfants à charge qui ont une santé fragile à soigner. Il lui faut de l'argent d'une manière ou d'une autre. Alors que Benjamin rend visite à son épouse Carrie pour en parler, Holmes est censé voler un corps ressemblant à Benjamin. Leur idée est de mettre feu à un cadavre puis faire passer le décès pour un accident de laboratoire. Benjamin suit le plan comme convenu. Après avoir averti sa femme, il se rend au laboratoire de Philadelphie. Il retrouve Holmes, mais ce dernier est venu sans cadavre. Avant que Benjamin n'ait le temps de comprendre, Holmes le frappe à la tête jusqu'à inconscience du pauvre arnaqueur. La vie, même celle de son ami, n'a aucune valeur à ses yeux. Seul l'argent qu'il peut en tirer compte. Manipulateur, il persuade Carrie que Benjamin se cache à Londres et qu'il l'attendra prochainement dans une maison à Toronto, au Canada. Holmes récupère ensuite l'argent de l'assurance par le biais de Carrie et la persuade d'emmener 3 de ses enfants, Alice, 15 ans, Nellie, 11 ans et Howard, 8 ans, à Toronto. Elle accepte. Elle pense qu'ils vont rejoindre son mari à Toronto et c'est la dernière fois de sa vie qu'elle les voit. En parallèle, l'étau se resserre autour de Holmes. Marion Hedgepeth, en prison, parle des plans que Holmes lui a partagés afin de réduire sa peine. Au même moment, au Texas, l'Agence nationale des détectives de Pinkerton traque H.H. Holmes, recherché pour vol de cheval. Le 17 novembre 1895, Holmes est retrouvé et il est arrêté à Boston par un détective de la Pinkerton. Cependant, aucune trace des enfants Pitzel.
Avec les informations fournies par Marion, les autorités comprennent que Holmes a assassiné Benjamin Pitezel. En octobre 1895, Holmes est jugé pour son meurtre et il est reconnu coupable. Il est condamné à mort par pendaison. La même année, un incendie qu'on suspecte être volontaire se déclare dans le château des Meurtres. Il endommage le bâtiment, mais les étages supérieurs seront par la suite reconstruits. La presse parle du meurtre de Holmes, et les journaux qui appartiennent au magnat de la presse William Randolph Hearst offrent à Holmes 7500 $ pour ses aveux. Holmes avoue alors avoir tué 27 personnes dans plusieurs états, y compris à Toronto, dont Kate Durkee et Benjamin Pitezel. Il aurait également déclaré « Je suis né avec le diable en moi. I was born with the devil in me. The devil in me », phrase choc qui est également le titre du jeu vidéo inspiré de son histoire. Et là, coup de théâtre. Les enquêteurs découvrent Kate Durkee bien vivante à Omaha. Elle déclare publiquement qu'elle n'a pas été assassinée par Holmes puisqu'elle est bien vivante. En réalité, beaucoup de rumeurs et de légendes entourent Holmes et son histoire vraie, non seulement à cause des déclarations de Holmes qui n'hésite pas à mentir, mais également à cause des sources d'époque un peu trop enjolivées. Holmes est aujourd'hui considéré comme le premier tueur en série connu des États-Unis, mais son histoire a été très affectée par ce que la presse appelle le journalisme jaune, une pratique où les journaux inventent ou sensationnalisent souvent des histoires pour choquer ou faire parler, sans aucune source, afin de vendre plus de papier, une pratique qui se répand au 19e siècle aux États-Unis. Des journaux prestigieux, dans un contexte de rivalité entre deux magnats de la presse, Hearst et Pulitzer, ont ainsi colporté, voire fabriqué les rumeurs autour de Holmes et son château des Meurtres, qui persistent encore aujourd'hui. Passons donc en revue les quelques mythes qui entourent la vie de Holmes. Déjà, c'était un tueur, mais son château des Meurtres est extrêmement fantasmé. Il n'y avait pas de labyrinthe rempli de pièges et de portes menant nulle part. Le premier étage était rempli de magasins, certains pour arnaquer sa clientèle, et le deuxième étage était rempli de pièces à louer de façon permanente. En effet, il y avait bien des pièces cachées, mais qui servaient à entreposer de la marchandise volée, plutôt qu'à abriter le corps de ses innombrables victimes, et ces pièces n'étaient d'ailleurs pas piégées, ça fait donc une énorme différence. La véritable raison d'exister de l'immeuble était d'ailleurs de voler de l'argent aux investisseurs et de poursuivre ces arnaques grâce à un immeuble en apparence intéressant pour de riches fortunes désireuses de suivre Holmes dans des business inventés. Par exemple, Holmes prétendait vouloir créer un troisième étage qui servirait d'espace hôtelier à temps justement pour l'exposition universelle, mais c'était seulement pour inciter plus d'investisseurs à lui donner de l'argent. D'ailleurs, l'étage n'a jamais été entièrement terminé. Holmes n'était pas motivé par le meurtre de façon sadique, il n'était animé que par l'envie de faire toujours plus d'argent par tous les moyens. Tuer, c'était une formalité et il le faisait bien sûr sans sourciller, c'est horrible, mais ça n'était pas son objectif principal, même s'il y prenait peut-être du plaisir. Kate Durkee, si elle n'a pas été assassinée, a cependant bien acheté une propriété inexistante. Holmes a réussi à l'arnaquer. Les rumeurs autour de sa mort ont commencé quand les journalistes qui ont enquêté sur Holmes après son arrestation ont justement trouvé le nom de Kate sur les documents de propriété. Et comme ils ne pouvaient pas la trouver à Chicago, ils ont supposé qu'il l'avait tuée. Holmes, malin, a capitalisé sur ça et a ajouté son nom à sa confession. Peut-être qu'il l'a fait pour obtenir plus d'argent. En tout cas, tout ce qui comptait pour lui, c'était justement ça, l'argent. Rien d'autre n'avait d'importance. Les rumeurs autour de son château des Meurtres ont fait sensation dans les journaux des années et des décennies après tout ça. En réalité, au moment où la police recherche Holmes, ils enquêtent sur son immeuble à Chicago. Mais ils ne trouvent rien, ni piège, ni preuve de crime. Bien que certains meurtres aient pu y avoir lieu, aucun corps, ossement ou autre n'y ont été retrouvés. Le commerce qu'aurait fait Holmes des restes des victimes n'est étayé par aucune preuve. Cela aurait été étrange puisque ces combines tournaient principalement autour des fraudes à l'assurance et aux arnaques immobilières. Cependant, il a déjà pillé des tombes par le passé. Il n'a pas hésité à manipuler des cadavres pour ces fraudes, mais il n'y a rien de sûr du côté de la revente justement. Je suspends donc mon jugement sur ce point. D'autres articles ont circulé affirmant que Holmes avait torturé des animaux quand il était enfant, ou bien que son père était physiquement violent envers lui. Cependant, encore une fois, aucune preuve ne permet de prouver ces allégations. Elizabeth Holton, qui a vendu sa pharmacie à Holmes, aurait disparu avec son mari après que Holmes ait commencé à travailler dans leur pharmacie. En réalité,
Ils n'ont jamais disparu et sont décédés bien après la mise à mort de Holmes. Ils n'ont d'ailleurs jamais été inquiétés par lui de son vivant. On ne sait pas où et comment il s'est débarrassé de certaines victimes, ni si son château des meurtres à Chicago a bien servi plusieurs fois à éliminer ses cibles. Cependant, et c'est ça qui rend l'affaire si compliquée, c'est que encore aujourd'hui, on soupçonne plusieurs disparitions et meurtres irrésolus d'être directement liés à Holmes. Principalement lorsqu'il était à Chicago, certains cas concernent directement des disparus qui travaillaient dans son bâtiment et principalement des femmes qu'il a fréquentées amicalement ou en leur faisant croire à une romance. Les soupçons sont donc légitimes. De ces nombreuses victimes confirmées et envisagées, il y a eu les Connors, Emily Cigrand ou encore les sœurs Williams. Être exhaustif demanderait bien 1 heure, donc je prendrai pour seul exemple les enfants Pitzel, dont nous avons déjà parlé plus tôt. Pourquoi, après avoir assassiné Benjamin Pitzel, Holmes a-t-il enlevé 3 des enfants Pitzel? Qu'est-il advenu d'Alice, Nellie et Howard? Le détective Frank Geyer du département de police de Philadelphie a mené l'enquête. Retour dans le temps. Alors que Holmes attend son procès pour le meurtre de Benjamin, Geyer examine les preuves trouvées sur Holmes lors de son arrestation. Il découvre une boîte de lettres écrite par Alice Pitzel à sa mère que Holmes n'a jamais envoyée. Les lettres indiquent à Geyer où Holmes avait emmené les enfants. Il a ainsi pu localiser la maison à Toronto où les enfants croyaient qu'ils reverraient leur père. Les lettres montrent alors que les enfants innocents pensaient simplement que Holmes les conduisait à Benjamin, prétendument réfugié au Canada. En juillet 1895, Geyer se rend à la maison indiquée à Toronto. Avec horreur, il découvre les corps en décomposition d'Alice et de Nellie enterrés dans la cave. Alice souffrait d'un pied-bot et Holmes avait pris soin de le couper afin de rendre son identification plus difficile. Holmes avoue finalement avoir asphyxié les victimes dans un coffre à l'aide d'un gaz alors qu'elles étaient encore en vie. En interrogeant le voisinage, Geyer retrouve la piste de Howard Pitzel. Un voisin lui détaille que l'une des filles leur avait dit que leur frère séjournait dans la maison d'une femme riche à Indianapolis. Geyer passe en revue les lieux appartenant à Holmes et ses fausses identités, et il trouve un chalet qu'il loue justement à Indianapolis. Là-bas, il découvre les dents d'Howard et des morceaux de ses os dans la cheminée. Dans ses aveux après le procès, Holmes détaille comment il l'a assassiné. A-t-il tiré profit financier de ces pauvres enfants, ou trouvait-il seulement ça amusant de les enlever pour son méprisable plaisir? On ne le saura jamais. Mais l'enquête a au moins posé un point final sur les Pitzel, aussi dramatique soit-il, contrairement aux autres disparitions malheureusement non élucidées liées à Holmes. Le 7 mai 1896, Herman Webster Mudgett, le criminel caché derrière le nom de Holmes, est pendu à la prison du comté de Philadelphie. Il suffoque lentement, jusqu'à la mort, pendant 20 minutes. Le traumatisme des victimes, des familles et de leurs descendants, lui, est toujours là, et ne s'arrête pas. Après sa mort, une dernière enquête de police s'effectue dans le bâtiment. Un certain A.M. Clark le reprend ensuite et souhaite en faire un musée macabre. C'est vraisemblablement une grande inspiration pour le jeu The Devil in Me, puisque l'équipe explore une reconstitution du château des meurtres telle qu'elle est décrite par les rumeurs ainsi que la légende de Holmes, et le tout à des allures de musée de l'horreur. Holmes built a hotel about a mile from the World's Fair and called it the World's Fair Hotel and bought ad space in papers alongside ads for the expo. Groups from far and wide assumed it was the official hotel. Get to their room and whoops, what do you know? Holmes had a gas pipe hidden under the bed and poisons them. Or maybe he pulls a trap door on them. Maybe he separates them and makes one watch through a window while he slits the other's throat. Je vous ai parlé de Patrick Quinlan, le concierge qui s'est donné la mort, persuadé d'être hanté par Holmes et d'étranges hallucinations. Le récit vient principalement du Ogden Standard, dans un article du 4 juillet 1914 qui affirme l'innocence du concierge, mais colporte quand même les rumeurs selon lesquelles il aurait aidé à construire certains pièges de la demeure de Holmes sans en connaître le but. Son suicide est dramatique. Le récit autour de Holmes et les rumeurs qui entourent le concierge ainsi que le fantôme de Holmes, c'est du décorum, comme le reste, pour accentuer la légende de H.H. Holmes.
y compris les rumeurs surnaturelles avec lesquelles j'ai ouvert cette vidéo, car aucune preuve ne vient corroborer tout ça. Décennie après décennie, de nouveaux éléments apparaissent pour ajouter du sensationnel à une histoire déjà sordide. Les pistes sont brouillées et ça prend du temps de séparer le vrai du faux, surtout avec des sources d'époque qui inventent elles-mêmes des informations. Le danger, c'est qu'on en oublie presque les véritables victimes et les motivations tristement banales de Holmes. Aujourd'hui, un bureau de poste a remplacé l'endroit où se trouvait le bâtiment de Holmes, démoli dans les années 1930. Les rumeurs paranormales continuent, sans preuve quelconque. Des témoins rapportent entendre des sons ou bien voir des ombres humanoïdes dans le sous-sol de la poste. Bon, vous savez que, dans le cadre du paranormal, les témoignages ne constituent pas des preuves. Beaucoup de gens croient que le sous-sol de la poste aurait fait partie du sous-sol d'origine pour le château des meurtres de Holmes. Pas étonnant que ça puisse conditionner à voir des choses ou véritablement se faire peur, je n'aimerais pas moi-même y mettre les pieds. L'histoire de Holmes et du château des meurtres a été de nouveau popularisée en 2003 grâce au livre d'Eric Larson, Le Diable dans la Ville Blanche. C'est un best-seller et la série American Horror Story fait reparler de cette affaire à travers sa saison Hostel. Maintenant que vous connaissez toute l'histoire vraie autour de Holmes et son château des meurtres, vous pouvez comprendre pleinement le contexte et les subtilités du jeu. Comme à chaque fois, il utilise intelligemment le réel et les rumeurs pour raconter un récit qui s'en inspire. On retrouve les rumeurs qui entourent le château des meurtres de Holmes, mais également son côté arnaqueur, l'aspect encore en construction du bâtiment, le mystérieux personnage qui reprend la légende de Holmes pour en faire un musée qui cache à son tour des secrets. Bref, le jeu, comme l'histoire vraie, oscille entre mythe et réalité, et le joueur, à la manière des personnages, erre dans un labyrinthe et doit distinguer le vrai du faux, au péril de sa vie. L'équipe de documentaristes pense tomber dans une véritable attraction qui s'inspire aussi bien de Holmes que du Chicago de l'époque. Et les bases du jeu annoncent un jeu de fausses pistes qui jouera, peut-être comme les précédents opus, avec une partie méta assumée. Le jeu est disponible depuis le 18 novembre et comme d'habitude, je vous recommande vraiment d'y jouer à plusieurs, soit en ligne, soit en vous passant la manette. C'est en partageant l'expérience en multijoueur que le jeu prend, selon moi, tout son sens. En plus, avec les nouveaux ajouts niveau gameplay, le jeu est bien plus interactif que les précédents. Je suis ravi d'avoir pu vous présenter l'histoire vraie autour du jeu. Grand merci à Bandai Namco d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est un plaisir de pouvoir encore une fois développer des partenariats cohérents autour d'objets culturels. Et pour le reste, je vous laisse le plaisir de la découverte de The Devil in Me qui conclut la saison 1 de l'anthologie The Dark Pictures. Pour vous raconter ce récit, je me suis principalement basé sur les travaux de Hector Navarro pour Factsology ainsi que Adam Harrington pour CBS News, sans oublier les interviews des membres de Supermassive Games pour les inspirations du jeu The Devil in Me. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, du contenu très régulier sort chaque semaine. Merci à vous d'avoir donné de votre temps pour regarder cette vidéo. Merci aux membres de la chaîne qui soutiennent financièrement la production des vidéos de cette chaîne. Et si vous pouvez vous le permettre, d'ailleurs, n'hésitez pas à devenir membre. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.